Alors, comme vous l'avez vu, et comme Nadim vient de me le faire remarquer, le titre a changé entre ceux qui ont regardé les publications LinkedIn et celui de maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu pivoté en fait au cours de la discussion et donc ce qu'on a voulu adresser comme problématique aujourd'hui, c'est dans le contexte que tout le monde connaît, de la loi Industrie Verte, de la refonte du label LTIF 2, etc. La retailisation ou non de cette classe d'actifs du private equity et ce par quoi elle passe, soit en termes d'organisation, soit en termes de processus, et évidemment avec le levier de la digitalisation. Et donc l'idée, c'est de faire un peu un tour d'horizon au regard de l'ensemble des activités qui sont incarnées par ces messieurs, n'est-ce pas ? De voir où en est véritablement la place aujourd'hui, en dehors des effets d'annonce et du push que l'on connaît au niveau de la réglementation. Donc pour commencer, on va commencer avec Olivier, du coup, qui va avoir la lourde charge de nous faire un petit panorama de ce qu'est l'adoption des marchés privés et son accélération, un panorama qui se veut pan-européen. Très bien, merci beaucoup Mathilde, et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour résumer en fait ce long titre, je fais simplement partie donc des équipes commerciales distribution externe de BlackRock France. Ravi d'être là aujourd'hui à côté de mes confrères et avec vous. En effet, donc sur les marchés privés, l'idée c'est de vous partager un peu. C'est peut-être quelque chose qui est galvaudé, que vous avez déjà entendu, mais les marchés privés, donc ce qu'on entend, private equity, infrastructure, immobilier et dette privée, sont en accélération très forte au sein des allocations des clients, aussi bien institutionnels que retail. Et c'est un vecteur de croissance aujourd'hui pour l'industrie de la gestion d'actifs. C'est très clair. Pour vous donner une idée, au niveau mondial, des actifs privés, comme on les appelle, alors en France on dit aussi non cotés, tout simplement, détenus par les clients mondiaux, c'est 16 000 milliards de dollars à fin 2023, dont, je précise, 3 000 milliards de dollars, alors en français ça fait bizarre ce que je vais dire, mais poudre sèche, dry powder, donc en cours qui doivent être investis. Donc ça vous montre un petit peu la volumétrie en fait des encours et les croissances qu'on a constatées de ces actifs détenus par les clients, donc ces actifs privés. C'est une croissance de 18%. Donc il y a beaucoup de gens qui rêveraient de ce type de croissance au sein des produits qu'ils distribuent. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'importance en fait de ce domaine. Nous, on pense chez BlackRock évidemment que ça va à minima se maintenir sur ces taux de croissance, donc des taux de croissance de 18% en actifs détenus par l'ensemble des clients mondiaux, voire s'accélérer. Une tendance qu'on a vu naître, alors pour les Français c'est peut-être quelque chose qui est galvaudé aussi, mais qu'on a vu naître dans le reste du monde, mais qu'on voit s'accélérer, c'est la détention et l'investissement des actifs privés. Donc encore une fois, private equity, infrastructure, dette privée, immobilier. La France est une grande terre de détention immobilière, donc c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais pour tout le reste des actifs, c'est la montée en puissance de la détention de ces actifs non cotés par les clients retail et wealth. Et donc sur les prochaines années, chez BlackRock, on pense que la contribution de l'accélération de cette croissance des actifs privés, de la détention de ces actifs privés, viendra très fortement de cette clientèle retail et wealth, et on l'estime au niveau de 40%. Donc il y a plein de facteurs et de convergence aujourd'hui qui favorisent en fait l'intérêt d'investir sur ces classes d'actifs. Attention, c'est le petit moment compliance et disclaimer ici. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'alpha et l'oméga de tout investissement. Encore une fois, on a des vents contraires aujourd'hui qui nous montrent qu'il faut garder des allocations diversifiées, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que la base de détention est actuellement faible. En gros, on a quand même des clients institutionnels qui ont accès à ces classes d'actifs depuis des décennies, mais ce n'était pas le cas pour les clients retail et wealth. Et on va y venir. Il y a plein d'innovations, qu'elles soient réglementaires, technologiques ou de structuration qui permettent aujourd'hui à ces clients de contempler ce type d'investissement. Donc les vents contraires, je souhaitais quand même, à l'heure où on se parle, quand même les citer. C'est qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des ralentissements sur les collectes des fonds, des véhicules non cotés, pour plein de raisons, notamment la principale étant la violente et véloce
hausse des taux qu'on a tous connue en 2022, et peut-être qu'on en parlera sur l'immobilier, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'intérêt pour les classes d'actifs. Ça complexifie évidemment l'ensemble du secteur, puisque en fait aujourd'hui c'est un secteur qui utilise pas mal de leviers aussi. Donc le levier coûte plus cher. On a des actifs qu'on réajusté, les levées sont un petit peu plus difficiles. Mais encore une fois, c'est à l'heure où on se parle, et nous, on essaye d'avoir vraiment une vue décennale sur quels peuvent être les moteurs de croissance, aussi bien pour les gestionnaires d'actifs et tout l'écosystème technologique autour, que l'intérêt fiduciaire pour les clients finaux de détenir ces classes d'actifs qui n'ont pas été détenues, notamment pour les clients retail et wealth, depuis des décennies. Alors, avant la vue décennale, la vue d'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a effectivement, comme tu viens de le dire, un contexte réglementaire qui se veut finalement aller dans le sens de ce que tu dis, de cette tendance de fond. En France, c'est incarné par la loi Industrie verte, donc qui arrive en octobre de cette année, donc c'est quand même très proche. Et côté Luxembourg, le fameuse revue du label LTIF 2.0. Et la convergence des deux phénomènes fait qu'on a effectivement, en tout cas chez les plus gros acteurs, que ce soit bancaires ou assureurs, donc à travers de l'assurance vie ou du PER, un début de mouvement de masse vers la capacité à offrir ce type de produit. Bon, si on regarde aujourd'hui, cela dit, chez les plus gros assureurs qui ont les taux d'UC les plus importants, si vous regardez une allocation, c'est le maximum sur private equity, c'est 2%. Donc on n'est pas sur le raz de marée non plus. Mais l'idée, et c'est d'ailleurs toute l'idée de la loi Industrie verte, c'est de venir augmenter cette pondération dans les allocations, que ce soit dans les grilles de gestion pilotée ou de gestion pilotée à horizon, donc aussi dans une dynamique de capitalisation vers la retraite. Et donc, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, et c'est ce que disait un peu Christophe dans la table ronde précédente, on peut concevoir des produits très bien, avec tout un tas de technos qui fonctionnent très bien. Maintenant, si en fait, au niveau de la distribution et de l'onboarding client, ça ne suit pas, on ne vend pas, en fait. Et donc, le vrai sujet, c'est celui-là, c'est quelles questions ça pose autour de l'onboarding client, finalement, et comment les infrastructures, les processus, les organisations se mettent en ordre de marche pour venir véritablement adresser cette cible d'augmentation de la pondération des allocations. Olivier, quelle est ta vision là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de points que tu as soulevés. Alors, je rebondirai premièrement sur les allocations des clients. Je pense que c'est un point important. Donc, encore une fois, je parle hors IMO. Hors IMO core qu'on connaît, hein, les SCPI, les SCI, etc. Le taux de détention des clients particuliers français sur les classes d'actifs qu'on vient d'évoquer, donc private equity, infrastructure, dette privée, c'est autour de 2%. Donc, nous, on estime qu'à l'avenir, sur le plan décennal, je vais peut-être arrêter d'utiliser, mais encore une fois, si on regarde les opportunités qui sont offertes pour ces clients, on imagine que ce taux pourrait largement être autour de 10 à 20%. Alors ça pose énormément de questions, on y reviendra peut-être sur la liquidité, etc. Mais on voit bien que c'est une classe d'actifs, ce sont des classes d'actifs qui ne faisaient pas partie des allocations des clients, mais qui font complètement sens. Donc encore une fois qu'on se dit que les pourcentages de détention vont augmenter, donc on les estime entre 10, 15, 20%, ça dépend des acteurs. Évidemment, nous, on a tendance à toujours les estimer plus hautes. Ça va déclencher des flux absolument monstrueux. Et pour plein de raisons. Ça parle, les actifs privés, ça parle énormément aux clients. Aujourd'hui, ils voient bien, enfin, même dans les journaux, dans les journaux télévisés, dans les médias, etc., le besoin de financement monstrueux qu'il y a dans les infrastructures. Il y avait la table ronde avant juste de l'IA, mais donc les besoins de data center, de construction. En fait, on a tout un écosystème derrière le rendu final. On a finalement des besoins d'investissement et qui ne seront pas forcément financés par les États. Alors, on a aujourd'hui du déficit budgétaire dans certaines parties du monde qui sont faites, mais ça ne suffira pas. Donc, en fait, les clients ont bien compris que grâce à leur capital, on pouvait financer des projets qui serviraient plusieurs grandes thématiques du futur, l'IA, les infrastructures, la transition énergétique, l'immobilier. On a énormément, on a un domaine immobilier qui est en train de se transformer complètement par rapport à ce qu'on a connu les dernières décennies. Donc voilà, donc il y a un faisceau de convergence sur l'intérêt de la classe d'actifs qui est là. Maintenant sur les régulateurs.
Les régulateurs, c'est très important puisqu'ils ont bien compris l'intérêt de ces classes d'actifs, mais ils veulent mettre des garde-fous. Alors en France, encore une fois, on a depuis longtemps donné accès au travers de structures innovantes, un accès pour les particuliers à ces classes d'actifs. Mais ce n'était pas assez. Alors on a connu les fonds fiscaux qui n'ont pas forcément été une superbe expérience pour les clients finaux. Donc on voit quand même des innovations de fonds, par exemple, semi-liquides. J'entends par semi-liquide des fonds evergreen, donc qui ne sont pas datés, dans lesquels on peut continuellement investir et potentiellement sortir. Donc des fonds de private equity, des fonds d'infrastructure, des fonds de dette privée. Donc la France, on a eu la loi Pacte. On a eu les SLP, bon ça date un petit peu, mais on a les FPS maintenant. On a cette innovation potentielle que serait la loi industrie verte, à voir comment ça se matérialiserait, parce que ça pose quand même beaucoup de questions. Et d'un point de vue pan-européen, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais on a la réglementation LTIF. LTIF, qu'est-ce que ça veut dire? European Long Term Investment Fund. Donc c'est une initiative de la Commission européenne pour encadrer la distribution aux clients particuliers du non-coté. Et dans la nouvelle version qui vient de sortir, le LTIF 2.0, qui est donc applicable à partir de janvier 2024, on a eu des améliorations absolument importantes qui ont été faites, donc qui vont permettre la construction de véhicules evergreen, semi-liquides, et beaucoup moins de contraintes sur le type d'actifs qu'on peut mettre dans ces véhicules. Donc vous voyez bien que, aussi bien d'un point de vue local, donc on va dire l'AMF, ou d'un point de vue européen, on a cette volonté de flécher du capital vers les actifs non cotés, puisqu'on y voit, de l'intérêt des deux côtés. Donc aussi bien des clients particuliers que des gestionnaires d'actifs. Et du coup, comme tu le disais, on a ce sujet qui tourne un peu en boucle quand on discute avec soit côté distribution, soit côté concepteur. Ah oui, mais comment on fait pour introduire de l'illiquide dans des schémas d'enveloppe en fait, contractuels qui, eux, ne sont pas habitués à gérer ça comme ça, qui gèrent du quotidien avec des VL quotidiennes, justement. Et donc, se pose la question de la centralisation des ordres, la gestion de la liquidité, la captation des VL, la gestion éventuelle des OST si jamais demain un certain nombre de ces supports distribués, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais plutôt pour des raisons techniques qu'autre chose. Et donc, ça se pose la question du coup de la liaison de tout cet écosystème, de la plateforme custodienne, en passant par le centralisateur, le concepteur de produit lui-même, celui qui distribue. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup pour finalement créer ce fil rouge finalement entre tous ces acteurs et permettre véritablement le passage à l'échelle, pour reprendre les mots de la table ronde d'avant, parce qu'il est certain qu'aujourd'hui, ces allocations, elles sont au-delà du fait que le storytelling ait été plus tardif, etc. L'intérêt de la classe d'actifs, l'intérêt de cette diversification, il n'a pas démarré en 2024. Donc le vrai sujet, c'est parce que la quasi-totalité des acteurs, dans leur chaîne de traitement, en fait, freiner des cas de fer quand même pour pouvoir traiter ces classes d'actifs-là. Parce que sur les OPC, pour le coup, l'industrie est passée à l'échelle largement. Sur le non-coté, l'immobilier, bon, on a connu un certain nombre de déboires récemment qui nous démontrent qu'on n'est pas tout à fait au bout. Et donc la question, c'est est-ce qu'on recommence avec le private equity ou est-ce que nous apprenons de nos erreurs? Et donc voilà, je te retourne la question, Olivier. Alors, je ne voudrais pas que cette table ronde soit un monologue, donc je vais rapidement passer la parole à mes confrères, et d'ailleurs qui seront beaucoup plus techniques que moi sur la technologie. Moi, en tant que commercial distribution externe, je peux vous le dire, distribuer du non-coté, ce n'est pas une chose facile, d'un point de vue opérationnel. Le constat, il est très très clair, c'est qu'il y a un besoin qui est absolument monstrueux sur la facilitation, l'industrialisation, la digitalisation, que ce soit sur AML, KYC. Alors là, on a fait des avancées qui sont quand même assez importantes. Mais si on parle de fonds fermés, pas de fonds evergreen, sur la gestion d'un registre où vous avez des milliers... Si on accepte qu'on va vers une démocratisation et qu'il va y avoir finalement des milliers de porteurs, voire des centaines de milliers sur des fonds evergreen, comment vous traitez ce type de registre ? Sur des fonds fermés, comment vous gérez les appels de capitaux? Comment vous gérez les distributions? Et c'est là où on a besoin de tout un écosystème technologique. Et encore une fois, je pense que moi, quand je regarde et je discute avec mes collègues pan-européens, allemands, italiens, il faut dire ce qui est. La France est plutôt en avance. Cocorico, je pense qu'on a quand même pas mal d'acteurs et une émulation qui est très importante en France là-dessus. Mais il y a encore un boulevard. Je dois le dire, en dehors des FCPR, des FPCI, quand moi j'arrive avec mon véhicule luxembourgeois et que je dois le distribuer en compte titre, je peux vous dire que la difficulté opérationnelle, elle est là. Donc
il y a plein de technologies qui sont en train de se mettre en place, plein de plateformes, que ce soit des plateformes d'onboarding, que ce soit des plateformes qui proposent des feeders, que ce soit des plateformes qui commencent à utiliser la blockchain ou la tokenisation. J'imagine qu'on y reviendra pour faciliter, par exemple, la gestion des registres et un passif qui contient des milliers de clients. Donc, on est au début de l'histoire. Merci Olivier. Donc on comprend bien que finalement l'asset manager, une fois n'est pas coutume, va se brancher avec son écosystème pour pouvoir finalement distribuer cette classe d'actifs où, encore une fois, tu le disais, hein, il y a de toute façon des flux massifs de liquidités, donc autant creuser le sillon. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un vrai enjeu d'industrialisation de cette chaîne. Et donc si du coup on part de la distribution, de ton côté Nadim, quelles sont les solutions finalement que vous mettez en place pour accélérer cette retailisation et répondre à un pan des problématiques? Les suivants répondront aux autres certainement. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'Olivier a très bien expliqué tout à l'heure. En 2 mots, hein, OpenStone, pour donner un peu de contexte, c'est une plateforme qu'on a lancée l'an dernier pour rendre accessibles des produits d'investissement immobilier, donc de private equity, qui sont normalement accessibles, ou qui étaient accessibles à partir de 10 millions, 20 millions d'euros, et qu'on va rendre accessibles à partir de 10 000 euros ou un peu plus. Et donc on est spécialisé dans l'immobilier, et donc notre objectif aussi est de pouvoir travailler avec des acteurs comme BlackRock et d'autres très grands acteurs internationaux pour amener au retail ce type de solution. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu à ce niveau-là. Jusqu'à il y a encore quelques mois, il y a encore quelques temps, la majorité des grands acteurs n'ont pas la structure adaptée pour pouvoir répondre à la masse de clients retail, en dizaines, en centaines de milliers, n'ont pas la structure en interne pour pouvoir le faire. Donc c'est là où des solutions digitales viennent en jeu et vont pouvoir en fait retailiser davantage ces produits-là. Il y a un exemple, c'était Blackstone qui s'est lancé sur du pur retail et qui a embauché 300 personnes rien que pour cette partie-là. Et donc je comprends que d'autres grands acteurs ne veuillent pas aller dans cette direction et prendre ce risque assez important sur la structure. Et puis indépendamment de ça, Olivier en a très bien parlé, on a la réglementation qui rentre en jeu aujourd'hui et qui est très favorable à la retailisation, qui pousse dans ce sens-là et qui va permettre à des acteurs comme nous de pouvoir proposer via des feeders, via des FPS et autres, ce type de solution au grand public et permettre vraiment à tout le monde de pouvoir accéder à ce qui ne l'était pas jusqu'à présent. Et quels sont les leviers du coup qu'utilise OpenStone aujourd'hui pour favoriser l'accessibilité justement, parce que finalement les structures juridiques dont tu parles en termes de fonds, elles existaient aussi, alors peut-être moins sur le marché français, mais tu cites Blackstone sur le marché luxembourgeois, qui était quand même plus habitué et qui pour autant n'est pas plus industrialisé. Hein. Quand vous ouvrez la boîte de Pandore du schéma architectural d'une compagnie d'assurance luxembourgeoise, c'est tout un bonheur. Donc là, la manualité a quand même très très largement prédominé et pour autant, ils ont réussi à massifier. Donc c'est quoi le critère différenciant? Il y a plusieurs leviers et donc nous on vient vraiment en structure supplémentaire à des acteurs comme BlackRock par exemple pour pouvoir vraiment spread et vraiment pouvoir toucher tout un public. Un des leviers, le levier digital, technologique, où la technologie qu'on met en place permet de s'adresser à tout un nombre, plusieurs dizaines. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 clients, nous déjà en direct, et on commence à travailler avec les conseillers en gestion de patrimoine pour qu'ils proposent ça à leurs clients. Et donc, on a mis en place une structure qui est en grande partie automatisée sur la partie KYC, AML, etc., qui nous permet en fait d'optimiser ces process, vu qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes obligations qu'un investisseur institutionnel qui va venir mettre 100 millions d'euros là-dessus. Donc c'est pas le même process à ce niveau-là et donc ça nous permet en fait nous d'optimiser tout ça. Ensuite, on utilise certains rouages réglementaires qui nous permettent, en créant des feeders, de pouvoir créer ce type de structure et nous adresser à une population qui est en mesure de mettre 10 000, 20 000 euros ou 100 000 euros là où les tickets minimums normalement étaient beaucoup plus importants. Et donc via ce feeder, nous derrière, on va pouvoir devenir client et investir chez ces différents acteurs.
Ok, donc on comprend une forme de contournement finalement de la capacité à adresser une clientèle retail qui s'adresse différemment, donc de la clientèle institutionnelle, comme tu l'évoquais, et par des process qui sont différents, et que vous avez industrialisé pour permettre de gérer des tickets qui sont évidemment plus récurrents et plus petits, quoi. L'objectif, in fine, ces 5 dernières années, le développement des SCPI a été exceptionnel, hein, avec des réussites plus ou moins avérées. Il a été exceptionnel parce que ça a été un produit qui a été vraiment retailisé par les intermédiaires, les gestionnaires de patrimoine, etc. Et notre objectif à nous, c'est de pouvoir proposer des produits d'une gamme un peu différente, qui était jusqu'à présent vraiment réservé à une clientèle exclusive, des instits, des très grandes fortunes, et de permettre à absolument tout le monde d'y accéder. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Et c'est là où on essaie de proposer aujourd'hui ce qui est inaccessible jusqu'à présent. Très, très beau, très clair. Donc Thibaut, de ton côté, on a des acteurs qui retailisent ce qu'on appelle le bas de chaîne, l'aval, donc ce que vient d'expliquer Nadim finalement, et cette capacité du coup effectivement à adresser une population différente et avec des cas unitaires finalement à chaque fois, voire un peu de sur-mesure. Et on a de l'autre côté de la chaîne des acteurs qui essaient de gérer du front to back, donc c'est-à-dire de la partie centralisation d'ordre à la partie comptabilisation et gestion entre le concepteur et le distributeur justement. Et souvent en fait c'est des acteurs qui se parlent pas, et sur la classe d'actifs du private equity souvent ils ne se connaissent peu. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de fintech qui se sont lancés sur du coup la partie que tu évoques finalement Nadim, alors avec voilà des biais chacun différent, des propositions de valeur différentes, mais pour autant avec cette volonté finalement d'être très business oriented, d'être capable d'être en front du client et de simplifier les process de KYC et consorts dont tu parles. Sur le haut de la chaîne, il y a un autre mouvement qui s'opère pour gérer les poches de liquidité, les transmissions de valo, etc. Et on n'a pas encore plugué les deux ensemble. Et donc, du coup, de ton côté, Thibaut, toi qui as une vision plus 360, comment tu vois les choses et quel est le positionnement du coup de Participe par rapport à ça, et qu'est-ce que tu entrevois en fait comme principal levier et écueil sur cette nécessaire interopérabilité des acteurs? Alors, d'abord, là, sur l'approche du thème de la table ronde, démocratisation, c'est intéressant ce qu'a dit Olivier, parce qu'on part vraiment du fond de la structuration des produits qui souhaitent s'adapter. Ensuite, grâce à Nadim, on a évoqué deux sujets dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui sont les intermédiaires, la distribution, en fait, qui joue un rôle fondamental dans la démocratisation, évidemment, et de la façon par laquelle on l'a fait. Moi, je vais rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Donc, Participe, c'est quoi? C'est un éditeur de logiciels. Moi, je suis directeur commercial depuis 2 ans. On fournit à nos clients des solutions qui permettent de digitaliser des produits financiers pour la souscription et d'automatiser tous les transferts de données vers les outils métiers, SI, de back-office et autres CRM intermédiaires. Donc on situe vraiment, tu parlais de 360, c'est très flatteur. En fait, on est à 180, parfois 270, mais bon, on essaie d'aller jusqu'à 360. Mais on va s'intéresser à la part de la première partie de la prise de contact avec le souscripteur à votre produit jusqu'à la finalisation de sa souscription. Et là, Mathilde, tu parlais de différents mondes qui doivent communiquer, c'est-à-dire les gens qui vont gérer la souscription, la recevoir, la valider, valider toutes les lignes de compliance et ensuite la gérer en back-office, et le front, qui sont effectivement deux univers qui ne se parlent pas beaucoup. Et je ne pense pas trop m'avancer en disant que dans le monde des SGP, de l'asset management et des gérants, la notion de comment on s'adresse aux clients n'a pas, pendant plusieurs décennies, pas été la priorité. Or, encore en 2023, lors de Patrimonia, j'ai discuté avec un certain nombre de gérants qui nous disaient aujourd'hui, il faut vraiment qu'on passe directement à la gestion privée, et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, on veut mettre des produits accessibles, mais on n'a pas les interfaces qu'il faut. Or, pour démocratiser, à un moment donné, il faut avoir une interface avec le souscripteur final. Nous, c'est ce qu'on propose. Et de ce point de vue-là, effectivement, il va falloir, lorsque nous montons une solution clé en main, sur mesure et livrable en toute autonomie à nos clients, il faut qu'on prenne en compte tous les éléments de la chaîne, mais aussi le back-office. Or, le back-office, souvent, va utiliser des outils qui ne seront pas forcément compatibles avec nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire une API REST qui permet de faire des connexions agnostiques avec plusieurs
types d'émetteurs de produits différents, plusieurs réseaux de distribution différentes, et tout ça pour unifier. Parce que démocratiser un produit, c'est notamment, je crois que tu évoquais, Nadim, la baisse des parts de SCPI, qui est une tendance de fond quand même, ou c'est toi Mathilde, mais depuis quelques mois, voire un an. Passer à des parts de 300 €, ça veut dire qu'il va falloir gérer plus de souscriptions automatisées et gérer plus de volume. Et ça, c'est à la fois le problème du gérant et de son administration, mais c'est aussi le problème du distributeur. Alors le distributeur, si là où il fait 10 souscriptions par mois, on doit lui dire qu'il doit en faire 100, il va y avoir un problème humain. Okay, et ce problème humain, nous, on choisit de le résoudre par le biais d'une interface qui va connecter en fait tous les acteurs automatisés au sein d'une interface unifiée. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. C'est aussi le fait que les réseaux de CGP auxquels s'adressent la plupart des gérants, ou peut-être s'adresseront demain pour ce type de produit-là, ne sont pas multiproduits ou multi-assureurs ou multi-gérants. Ils vont distribuer une SCPI à droite, un fonds à gauche, et pourquoi pas une assurance vie et d'autres produits d'assurance pour leurs clients. Ça veut dire qu'ils vont devoir se connecter à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 extranets différents. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en termes de digitalisation, la plupart des acteurs ont verticalement développé leur front de souscription. Mais ça nécessite pour le CGP de devoir se connecter à plusieurs écrans différents systématiquement pour le même client. Et donc, la seule base qui fait foi de référence pour son client donné, c'est sa base à lui, son CRM, qui parfois, s'il est bien doté, un HubSpot, sinon son fichier Excel. Et en revanche, chez chacun des assureurs, il va devoir gérer la centralisation de tout ça. Donc, ces outils, en fait, pour pouvoir aboutir, une fois que les outils sont prêts, à toucher le marché, à faire en sorte que de plus en plus de Français investissent dans des produits, passer de 2% à 10%, hein, on l'espère tous sur un certain nombre de produits, mais sur les SCPI, je pense que tu pourras en parler aussi, on doit forcément, à un moment donné, mettre en avant cette facilité dans la saisie et aussi cette partie que j'appelle agnostique en ce qui concerne nos solutions, c'est-à-dire qu'on peut indifféremment, par le biais de la structure en API, travailler avec n'importe quel type de provider. Voilà les 2 points qui me semblent fondamentaux dans l'approche de la démocratisation. Et du coup, on comprend bien qu'on a une solution architecturale qui fonctionne finalement en étoile, et dans laquelle vous vous positionnez en tout cas, comme le cœur, et dans une logique finalement de plateformisation. C'est le mot qui revient quand même beaucoup, hein. Dès qu'on essaie de retailiser quelque chose, on met en place des notions de plateformisation, alors avec plus ou moins de succès ou de réussite. À ton avis, quels sont les freins que l'on rencontre encore aujourd'hui, qui sont peut-être plutôt de l'ordre d'ailleurs du culturel que la techno, parce que les API REST dont tu parles, pour les plus technophiles de la salle, c'est pareil, c'est pas nouveau, quoi. Donc on n'est pas sur des choses révolutionnaires. Quels sont les freins que tu constates, Thibaut? Alors, c'est pas nouveau les API REST, et je suis bien d'accord avec toi, mais force a été de constater, en travaillant avec un certain nombre de clients, des acteurs de taille moyenne comme des grandes institutions, que tout le monde voulait à un moment donné, c'était il y a quelques années, avoir son API. Sauf qu'une API, c'est pas juste créer l'API et puis ensuite l'équipe s'en va. Parce que ça coûte cher de maintenir une API, d'avoir les équipes qui soient formées pour, etc. Et donc, on s'est rendu compte que pour discuter avec les outils métiers du back-office, souvent, même s'ils avaient une API, il valait mieux passer par un serveur SFTP dans lequel on dépose un fichier Excel et on fait tourner un batch la nuit. Voilà, bon, bref, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, idéalement, c'est ça. Tu as raison. Et ce qui se passe, c'est que les contraintes des DSI avec lesquels on travaille, niveau BO, qui gère le BO, et celles de la distribution du front sont totalement différentes. Typiquement, la contrainte du DSI, ça va être de se dire, bon, moi, j'ai une nouvelle solution qui va m'injecter des données dans mon système, du moment que ça ne me prend pas beaucoup de travail et que ça n'augmente pas mon risque d'erreur, ça me va. Mais s'il y a ces 2 points-là, c'est mort. Je ne discute plus avec vous. De l'autre côté, le front, la distribution produit et le réseau de commerciaux, ça va être d'augmenter les volumes, d'augmenter au maximum les volumes. Et donc, en fait, ils sont vraiment sur deux critères de jugement qui sont totalement différents. Moi, je vais convaincre le responsable de la distribution produit qu'il va gagner, je ne sais pas moi, 20 minutes ou 25 minutes par souscription, et ça va permettre d'enchaîner, de faire beaucoup plus de volume. Mais le DSI, en fait, il se dit, mais moi, s'il y a plus de volume, j'ai potentiellement plus de risques de souscription. Donc parfois, il y a des blocages à ce niveau-là, d'une part. Et enfin, d'autre part, alors généralement, hein, nous, dans les clients avec lesquels on travaille, c'est toujours soit la direction produit, soit la direction distribution qui a le dernier mot sur ce sujet. Parce qu'en fait, il s'agit de leverager du business. Hein. Donc là, il n'y a pas trop de sujets en général. La DSI fait le gros dos, hein, mais elle donne son avis, donc c'est normal. Donc là aussi, nous, ce n'est pas notre rôle à la base, c'était vraiment de faire la conjonction entre ces deux mondes. On se retrouve quasiment en position de diplomate lors d'un appel d'offres pour dire aux gens, mais en fait, vous allez voir qu'on va réussir à vous réconcilier ensemble en offrant des garanties.
Je voulais juste dire une chose. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'éducation des sociétés de gestion, des professionnels, un peu de tes interlocuteurs sur toute cette technologie qui peut améliorer leur day-to-day. Et une éducation aussi des différents types de distributeurs et des clients finaux sur la typologie de produits, de ces nouveaux produits des marchés privés qu'on cherche à leur proposer. Et ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts, avec pas toujours les résultats escomptés. Et c'est là où, en fait, je pense qu'il y a une grande partie des acteurs ici et ailleurs investit beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est un point aussi qu'on n'a pas évoqué, qui était important. Exactement, et juste pour finir là-dessus, c'est une dimension, ce que tu dis, c'est la dimension politique. Dans certains appels d'offres, en fait, on se rend compte que, ah oui, vous me mettez cette solution-là, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de mon département de 20 personnes qui s'occupent de faire la ressaisie manuelle et de vérifier les ressaisies manuelles. À partir du moment où le système garantit la compliance et diminue, fait tomber à zéro le risque d'erreur, il y a des questions qui se posent. C'est là où la décision doit venir du top-down. Exactement. Alors effectivement, on est sur des projets, la retaillisation du private equity, comme tu le dis, ça permet peut-être de faire tomber certaines murailles de Chine, alors avec plus ou moins d'aisance, ça dépend des groupes aussi. On a la chance d'être sur effectivement des projets qui sont quand même business driven, donc c'est toujours plus simple de remporter le consensus sur le changement SI quand effectivement on est capable de dire que ça va apporter du business. Et pour autant, les freins que tu évoques, je te rejoins sur le positionnement de diplomate en tant que cabinet de conseil. Nous, c'est un peu la même chose. Et on est très souvent au milieu parfois d'injonctions contradictoires. Voilà, l'augmentation des volumes et du coup qui conduit à une augmentation du risque et où au niveau des serveurs, etc. Enfin, on arrive à des discussions très prosaïques finalement qui doivent trouver je dirais un endroit de break-even finalement pour que le projet soit acceptable et que tout le monde aille dans la même direction, y compris les services qui potentiellement seraient recentrés sur d'autres natures de tâches que de la ressaisie dont tu parles. Et ça, c'est un vrai enjeu, mais on l'a connu au niveau du back-office aussi. Hein. Finalement, c'est juste un déport du même sujet vers d'autres départements. Alors de ton côté, Christophe, vous êtes spécialisé sur la partie également distribution de fonds. Alors, mais côté et non côté. Alors, on a parlé de l'immobilier, vous avez été un des premiers aussi à désintermédier sur cette partie-là. Pour toi, côté, non côté, c'est un peu le même combat. Est-ce que vous retrouvez les mêmes sujets ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous développez ? C'est pas faux. Nous, chez Isnest, vous l'avez compris, on est plus sur la partie back, comme tu dirais, c'est-à-dire on a développé depuis 5 ans une infrastructure de distribution de fonds qui a pour objectif de faciliter les échanges et les opérations entre, d'un côté, les sociétés de gestion qui sont les émetteurs de fonds, et de l'autre côté, les investisseurs. Donc, soit dans un modèle B2B pur, donc, soit dans un modèle B2B2C en fonction des natures d'instruments distribués. Alors, je crois que la description quand Olivier a planté le décor, je peux qu'abonder dans son sens. Il y a un bassin d'épargne en France qui est très large. Et il y a aussi d'énormes besoins d'investissement. Je crois qu'on est tous d'accord en tant que citoyens, à commencer par là, qu'il faut trouver le moyen de financer de manière intelligente les transformations de notre monde, de notre industrie, de nos transports, etc. Et ça, donc on a un rôle à jouer là-dedans. On a un rôle à jouer là-dedans en faisant sauter un certain nombre de verrous. Alors, donc, on a bien compris que le régulateur s'employait à faire sauter un certain nombre de verrous, du mieux qu'il peut. Donc, des verrous réglementaires à différents niveaux, des verrous fiscaux parfois, enfin, toute la problématique de la CMU en Europe, et on est plongé là-dedans. Mais il y a aussi des verrous technologiques. Et c'est vrai, Olivier l'a dit, l'a pointé du doigt en disant comment on fait pour gérer de grands registres dans des modes B2C extensifs, comment on fait pour gérer un afflux de demandes sur des classes d'actifs qui sont très majoritairement aujourd'hui encore manuelles. Ça a l'air idiot de dire ça, mais au fond, on ne se rend pas compte, mais peut-être que vous le savez, vous, intimement, parce que c'est votre quotidien, combien parfois les opérations sur des classes d'actifs de type immobilier, actions non cotées, private equity, dette privée, etc., sont manuelles. Voilà. C'est tout à fait acceptable dans le monde d'hier, j'allais dire, parce que
Au fond, une feuille Excel et un nombre limité d'opérations, c'est gérable, à la fois par des opérateurs et puis du point de vue de la compliance. Mais si vous vous placez dans la perspective décennale de l'augmentation qu'on souhaite tous, hein, on est bien d'accord que ce n'est pas un effet de mode, on souhaite aller dans cette direction-là. Quand on se place dans cette perspective-là de l'augmentation du nombre de véhicules et de l'augmentation du nombre de souscripteurs, avec un lien direct, si possible, entre les uns et les autres, vous vous rendez compte que là, vous attaquez une matrice qui devient très très grosse. Et donc, s'il y a des verrous technologiques qui se glissent dans cette histoire, eh ben, ça coince. Donc, chez Isness, on s'est employé à déverrouiller ces trucs-là en créant cette place de marché entre investisseurs et sociétés de gestion. Et c'est vrai que côté et non côté, même combat, puisque l'idée, c'est de dire aux gens, mais quel que soit, en particulier du côté investisseur, quel que soit le véhicule dans lequel vous voulez investir, parce qu'il est référencé en UC, dans vos assurances vie ou dans votre PER, eh bien, nous, on vous garantit un seul canal d'investissement, donc que ce soit des fonds non cotés, des fonds cotés à Paris, au Luxembourg, en Irlande, dans l'Union européenne. Donc, c'est cette idée de comment peut-on techniquement et réglementairement faciliter cette opération et ouvrir un canal direct entre ceux qui sont chargés d'investir et ceux qui sont chargés de gérer. J'ajouterais à ça un mouvement qu'on commence seulement à percevoir et que je voulais partager avec vous, c'est la problématique des actifs mixtes. Il y a aujourd'hui, soit dans les mandats de fonds, soit dans les fonds de fonds, des offres qui se constituent. Et d'ailleurs, dans le contexte LTIF 2, fonds semi-liquides, des offres qui se constituent pour des raisons à la fois réglementaires, parce qu'il faut que le fonds soit raisonnablement liquide, et aussi pour des raisons de diversification d'actifs. Donc peut-être qu'il y a un moment, ça devient intelligent de mettre du private equity avec d'autres classes d'actifs pour des raisons d'optimisation de portefeuille. Bref, on voit aujourd'hui se développer dans le marché des offres mixtes, donc des fonds de fonds dans lesquels il y a des fonds cotés et des fonds non cotés. Je vous laisse imaginer ce qui se passe si vous n'offrez pas aux gérants, et donc là on parle du gérant, on ne parle pas de son back-office lointain, des outils qui lui permettent en fait d'investir et de désinvestir quand il le peut aussi facilement les premiers fonds cotés et les seconds fonds non cotés. Ça devient très compliqué. Donc vous voyez que c'est une problématique qui peut remonter dans les sociétés de gestion jusqu'à la gestion, où les gérants disent mais là il nous faut des solutions qui soient quand même plus opérables que les solutions qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est quand même assez enthousiasmant, et c'est vrai qu'on se place dans une optique assez longue où on observe de l'endroit où on se trouve, peut-être pas à 360, mais on observe un mouvement qui s'amorce et on fait en sorte de l'accompagner du mieux qu'on peut. Nous, on a fait un pari technologique qui s'est révélé être un succès avec le temps, qui est celui de la blockchain. Pourquoi la blockchain ? Parce que la blockchain a été très vite adoptée par les régulateurs, à commencer par le régulateur français, mais après les autres ont suivi, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Irlande. Et la blockchain nous permet, nous, d'opérer sur la totalité de la chaîne de valeur, aussi bien pour le compte des investisseurs, pour lesquels on fait de la tenue de position et de la RTO sur part de fonds, que pour le compte des sociétés de gestion. Donc c'est un positionnement qui est très disruptif, j'allais dire, c'est le mot que j'aurais employé il y a 5 ans, mais j'essaie de ne plus l'employer du tout, qui est très original, qui vient un peu concurrencer un modèle plus intermédiaire, parce que vous voyez bien que quand on parle d'écosystème bancaire, en fait, on parle d'une multiplicité d'écosystèmes entre l'écosystème français, allemand, luxembourgeois et irlandais. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et donc il y a beaucoup de travail, et on est très content de contribuer à ça. Donc en synthèse, une retailisation qui passe par une multicanalité, évidemment, vous en parliez Nadim et Thibaut, parce qu'on ne distribue pas avec un seul CGP, avec une seule banque privée, avec un seul assureur, évidemment, pour des raisons de passage à l'échelle. En revanche, il y a un enjeu
de monocanalité opérationnelle. En fait, un seul tuyau qui va relier tout un tas d'acteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques, qui parfois ne fonctionnent pas dans le même timing, qui ne se comprennent pas nécessairement, et pour autant dont on a besoin de plugger en fait, l'ensemble des systèmes pour aboutir finalement à cet enjeu souhaité par tous, on a bien noté Christophe, à savoir l'augmentation de la part du private equity dans les allocations retail. Alors, on voulait terminer cette table ronde par le use case intéressant de la maison MoneyOne, la française, qui a pris le chemin inverse, parce que finalement, on est un certain nombre d'acteurs autour de la table, et c'est ce qu'on constate aussi, nous, chez Seabird, sur la place, et vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup d'asset managers ont découvert récemment qu'il y avait des clients, en fait, en bout de chaîne, et que ce n'était pas seulement des institutionnels qui vendaient à des institutionnels, et donc ils sont en train d'essayer de plugger des pratiques institutionnelles sur les pratiques retail, avec plus ou moins d'écueil, donc. Et côté Antoine, donc vous avez pris le contre-pied. Alors comment ça se passe ? Exactement, bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Ferriand, moi j'ai la direction de MoneyOne, qui est la plateforme de distribution B2C du groupe La Française. Donc groupe La Française, asset manager français, qui a comme fer de lance un produit qu'on a évoqué. Je sais que vous avez envie de parler de la remontée des taux, mais ce n'est pas le sujet. Donc gros gérant d'actifs d'immobilier non cotés à travers ces SCPI. Et effectivement, nous, quand on est arrivé en 2016 pour la création de MoneyOne, on est allé voir notre board en disant, voilà, aujourd'hui, via la digitalisation, on est en capacité de pouvoir monter un site web et de proposer un parcours de souscription 100% digitalisé, permettant d'adresser une nouvelle cible, B2C, ce qui n'était pas chose aisée pour le groupe La Française, puisque l'essence même de son business, c'est un modèle de distribution B2B, mais justement l'intérêt pour eux était d'avoir un acteur en interne étant vu comme un CGP client du groupe et développer justement ces parcours-là pour les mettre in fine à disposition de leur canal de distribution historique. Donc on a été un vrai use case pour le groupe La Française, puisque on parle beaucoup de digitalisation, démocratisation. Et pour moi, le mot le plus fort, c'est vraiment retailisation. Et quand on dit retailisation, c'est des milliers et des milliers de use cases auxquels il faut que l'on pense pour pouvoir onboarder le plus facilement possible un client. Alors quand on est un distributeur B2C, il y a une multitude de choses à laquelle il faut penser. On va parler un peu de remontée des taux. Moi, là, sur ces derniers mois, il n'y a pas une semaine où je n'étais pas avec un médiateur de l'AMF au téléphone, parce que justement, on nous demandait de fournir des preuves de certains risques affichés, parce que certains clients, eux, se disaient, tiens, mon produit est illiquide, je veux retirer de l'argent, je ne peux pas, parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc du coup, une fois qu'on se dit ça, c'est très facile. Maintenant, pour autant, nous, dans nos parcours, on l'a intégré partout. L'ensemble des risques sont intégrés sur les fiches des produits, dans les parcours, et même en récap à la toute fin. Donc ça, c'est un use case parmi tant d'autres, mais si on n'y réfléchit pas en amont, mieux qu'on a pu le faire, force est de constater, sinon j'aurais perdu un petit peu moins de temps avec les médiateurs de l'AMF, on aurait gagné beaucoup plus de temps. Donc pour La Française, ces multitudes de cas-là, ça a été pour eux un pari gagnant. 2020, le Covid, ils étaient très contents d'avoir des parcours digitaux arrivés à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 40% du flux entrant de souscription 100% digitalisé. Donc pour La Française, effectivement, ça a été une décision difficile à prendre, parce que créer une marque qui vient frontalement en concurrence avec ses clients historiques, ça a été une chose peu aisée. Mais dans l'histoire, nous a prouvé que la digitalisation de ces actifs non cotés pour leur cible historique qui était le B2B s'est avérée gagnante. Et je te pose cette question, on ne se l'est pas posée, mais je te la pose quand même, donc ouais. Tu vas pouvoir innover, n'est-ce pas ? Quel degré de réplicabilité entre la réalisation sur l'IMO que vous avez vécu sur des véhicules classiques SCPI et consorts, sur des FCPR ou demain des FPCI ? Comment tu vois les choses ? D'un point de vue à la fois du parcours que tu évoques, mais également côté asset manager. Parce que personnellement, j'ai beaucoup d'asset managers qui au départ sont IMO. Bon, compte tenu du contexte, ils se sont dit que peut-être il fallait un relais de croissance. Et donc, ils se disent, on va capitaliser sur ce qu'on sait faire, et puis finalement, ce sera assez facile, on fera des fonds d'infra. À quel degré tu crois à ce truc-là, en fait ?
Quand on est un distributeur adossé directement à celui qui fait le produit, qu'il le crée, qu'il le conçoit, qu'il le gère, pour nous c'est assez, je ne vais pas dire simple, je ne vais pas minimiser le travail qui a été fait, mais en tout cas le chemin et la chaîne est relativement courte. Tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, quand on est CGP, ce qui va être très très compliqué, c'est de se brancher aux différents asset managers, voire même à des assureurs, parce qu'il y a certains de ces fonds-là qui sont disponibles dans un produit assurantiel, plan épargne retraite, etc. Et c'est là où les choses se compliquent énormément pour nous. On parlait de virage à 360. Je connais des assureurs aujourd'hui, ils ne sont même pas à 180. Du fait que ils n'intègrent pas dans un processus 100% digitalisé l'ensemble des problématiques à laquelle nous on est confrontés au quotidien. Alors c'est pas un FCPR, mais typiquement aujourd'hui pas de promo, hein, mais on commercialise un produit au sein de notre enveloppe assurance. On a déjà nous nos propres garde-fous à travers le compliance, et assez chargé, croyez-moi, hein. On est marque d'un asset manager détenu par une banque. Je suis un risque opérationnel pour ces gens-là. Je ne suis pas l'Eldorado digital. Donc on a déjà nos premiers garde-fous. L'assureur derrière vient remettre les siens. Ce qui fait que, au final, au bout de la chaîne de valeur, si le client ne répond mal à une question de l'avenant, répond mal à une question de cet avenant, eh ben, il est blacklisté de cet investissement. Donc c'est là où pour moi le mot retailisation et digitalisation, c'est pas une recette magique. Il faut vraiment se poser les bonnes questions dans la chaîne de distribution. Et à partir de ce moment-là, on arrivera à résoudre quelques use cases qui peuvent s'apparaître très compliqués, parce que nous, au final, on gagne notre vie en collectant. Et si de facto certains garde-fous s'avèrent être contre-productifs, tu parlais d'éducation financière tout à l'heure, le produit en question, on le marque noir sur blanc partout, et on fait en sorte justement que le client puisse avoir et intégrer l'ensemble de ces informations-là pour, quand on lui pose 2-3 questions sur le produit, il faut qu'il soit en capacité d'y répondre. Pour autant, on s'aperçoit qu'on est confronté à un nombre de cas où c'est pas encore totalement efficient. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Merci à tous. Donc on l'a vu. Ah oui, Thibaut, tu voulais dire Oui, le si mot je de la peux- fin. Hein. Non, alors, pas mot de la fin, juste sur le sujet, parce que sur la question de différents types d'actifs au sein de la même plateforme de souscription, nous, c'est un vrai sujet, je pense que tu as dû avoir le même. Hein. Digitaliser la souscription à une SCPI, et ensuite permettre aux souscripteurs de faire des actes, typiquement jusqu'au démembrement, etc. C'est pas du tout pareil qu'un fonds, et c'est beaucoup plus complexe. Donc aujourd'hui, nous, notre plateforme, elle gère 4 classes d'actifs, dont le private equity, les bonds, les fonds, le côté et le non-côté. Mais en termes de travail de déploiement, ça n'a juste rien à voir. C'est là où on voit, nous, par rapport à nos concurrents, beaucoup s'affichent comme 100% digitaux sur le parcours de souscription. La quasi-totalité, votre souscription est digitale. Hein. Par contre, ils reçoivent un mail avec un bulletin de souscription rempli que eux amènent à l'asset manager. Donc, faut vraiment faire la part des choses. Nous, quand on est directement adossé à un asset manager, une fois de plus, je ne vais pas minimiser, mais créer l'API interne entre le site web et le carnet d'ordre de la société de gestion, on est relativement confortable et on sait le faire. À partir du moment où on est allé faire le tour des autres asset managers en disant tiens, j'aimerais bien référencer ton produit sur ma plateforme, par contre, je veux être en capacité de pouvoir construire une API entre moi, distributeur, et directement ton back middle office, ça fait le tri. Effectivement. Donc, démocratisation des produits, oui. Les asset managers, ça pour le coup, sont plutôt dans les starting blocks. En revanche, effectivement, industrialisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, on le constate tous les jours, chacun son positionnement. C'est pas encore tout à fait ça quand même. Il y a encore beaucoup de manualités, voire de fax, oui, ça fax, existe mais... encore, qui n'ont pas encore tout à fait été remplacées par les innovations type Isness et d'autres. Donc il y a Oscan aussi, absolument, oui, ou Termsheet Excel pour les plus innovants.
Donc voilà, on a encore, ce qui est bien, c'est enthousiasmant parce qu'on a beaucoup de projets. Et moi la première, donc je suis ravie. Continuons sur cette lancée. Merci à tous. Merci. Merci.